Il va donc développer, dans le cadre de la conférence inaugurale de ce séminaire, le thème suivant: les approches plurielles des langues et des cultures, fondements, outils et usages. Michel Candelier, professeur émérite de l'Université du Maine, Le Mans, France. Les responsables du programme régional de recherche plurilinguisme, pratique, représentation, acquisition, enseignement. Il est également concepteur, cadre de référence pour les approches plurielles. Donc, monsieur le professeur, vous avez 3600 secondes pour développer ce thème. Merci. Oui, je pense qu'on va passer déjà une petite heure à faire que ça marche. Et vous voyez l'image qui est sur l'écran. Je pense que ça va pas être difficile à arriver. Comment est-ce qu'on fait pour faire arriver l'image? Estelle? Ah ben ça y est, on est arrivé. Oui, maintenant après c'est ça avec la souplesse. Oh, excusez-moi pour cet aparté. Je voulais tout d'abord remercier vraiment profondément et sincèrement toutes les personnes et institutions qui m'ont invité à non seulement présenter quelque chose, mais à participer à votre colloque, plutôt votre séminaire, qui présente des choses qui, évidemment, m'intéressent beaucoup, puisque la politique linguistique éducative, comme d'ailleurs, on va essayer de m'accrocher à ce que vous avez dit, juste avant que j'étais trouvé mon histoire d'ordinateur, qui d'ailleurs ont été le cœur du projet pluriel dont vous avez parlé tout à l'heure. Bon, mais vous pensez bien qu'à partir d'un certain moment et d'un certain âge, il n'est pas question de reprendre tout ce qu'on a fait dans sa vie, de bien ou de mal, et que je vais passer donc plutôt directement, oui, de mal, ça prendra pas mal de temps, après ces remerciements, que je vais passer directement au sujet pour lequel je suis là, dans le cadre d'une intervention. Donc il va être question, comme vous voyez, de ce qu'on appelle des approches plurielles. Il me faudra bien sûr vous dire ce que c'est que les approches plurielles, ce qui peut-être ne sera pas nouveau pour beaucoup d'entre vous, mais enfin il faut quand même que je le dise, pour qu'on soit tous bien d'accord sur ce que c'est. J'ai pensé aussi qu'il fallait que je les fonde, c'est-à-dire je dis pourquoi on les fait, pourquoi on les fait, c'est-à-dire ça revient à parler un tout petit peu, mais très vite, de leur histoire. Vous présenter des outils, puisque ce sont des approches pratiques, des outils dont on dispose aujourd'hui pour mettre en œuvre ce type d'approche, et vous parler un petit peu de l'usage, des usages que l'on fait aujourd'hui de ces approches plurielles. Mais avant de parler, il faut dire clairement d'où je parle et avec quelles ambitions, qui sont peut-être assez nombreuses. La plupart de mes activités pendant les 15 dernières années concernent ces fameuses approches plurielles, et elles ont été effectuées dans le cadre de ce que l'on appelle le Centre européen pour les langues vivantes, qui est une institution du Conseil de l'Europe. C'est le cas, bien sûr, plus proche. Ah, parce que tout à l'heure, j'ai vu que le son n'était pas toujours très bon quand on croulait, mais je vais essayer de ne pas crouler. Comme ça, c'est bon? Oui. Oui. Bon, donc, le CARAP, dont je vous parlerai aussi, qui est un cadre de référence pour ces approches plurielles, a également été conçu à l'intérieur plutôt dans le cadre de cet organisme du Conseil de l'Europe. Bien sûr, ça ne veut pas dire, c'est la règle du jeu, que je parle au nom du Conseil de l'Europe, absolument pas. Mais que, évidemment, c'est pour des besoins ressentis en Europe, en fonction des contextes européens, que j'ai travaillé essentiellement pour les approches plurielles. Ce qui ne signifie pas que les approches plurielles, c'est forcément, entre guillemets, pour l'Europe et rien d'autre. Parce que c'est un concept qui est suffisamment général pour qu'il puisse potentiellement, du moins, concerner tout individu apprenant. Cependant, à part quelques épisodes passés ou en cours qui concernent la Guyane française, la Réunion, le Japon, le Maroc,
mon expérience des approches plurielles est une expérience qui concerne l'éducation en Europe, ce qui d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, signifie déjà une certaine diversité. Lorsque je réfléchis donc à l'ambition que je peux avoir, aux autres ambitions que je peux avoir ici en venant vous parler, ce qui me vient à la tête, c'est un parallèle possible avec ce que je racontais il y a 40 ans, oui je parlais déjà, à propos de la didactique, de la dialectique en tant que science, et de ce que j'ai appelé les sciences connexes de la didactique. Par la même occasion, je vous dis, je suis didacticien, essentiellement. Donc je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psycholinguiste, je ne suis pas sociolinguiste. Bon, je m'intéresse bien sûr à ces disciplines, mais mon centre d'intérêt, c'est la didactique des langues, c'est-à-dire en fait de façon plus large, tout ce qui concerne l'intervention éducative dans des domaines concernés par les langues, en particulier à l'école, et je vous prie de croire qu'ils sont nombreux. Éventuellement, on en reparlera. Mais je reviens tout de suite au parallèle que j'ai annoncé. En tant que didacticien qui, à cette époque, donc il y a 40 ans, était menacé, comme tous les autres, par ce qu'on appelait un applicationnisme de sciences qui se pensait plus fondamental et plus noble que la didactique, que ces pédagogues, j'ai dû affirmer que la linguistique appliquée, non, ce n'était pas ce qu'on faisait. On faisait de la didactique. C'est-à-dire que j'écrivais qu'il fallait inverser la perspective, et c'est ça que j'ai envie de dire ici, c'est-à-dire partir des besoins de la didactique et se demander en didacticien s'il n'y avait pas dans tel ou tel concept développé par telle ou telle science que j'appelais un peu de façon un peu provocative, connexe, s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait nous servir. Mais ce n'était pas nous dire applique ça. Bien, mon ambition ici, je retourne à ma situation, elle rentre dans un tel schéma. Il n'est pas question d'appliquer les approches plurielles au contexte malgache. D'ailleurs, j'éviterai même peut-être le terme ou l'expression contextualiser, même s'il y a eu beaucoup de choses intéressantes écrites en didactique sur la contextualisation. Mais je crois que ce n'est pas un objet et on le contextualise. C'est au contraire, en inversant donc le courant, il doit passer dans l'autre sens, c'est moi je sais, vous, le moi c'est vous maintenant. Moi je sais maintenant qu'il y a des choses qui se font à tel endroit, avec tel concept, et à partir de mes besoins, je réfléchis et je me dis, mais est-ce que ça ne pourrait pas me servir pour mon propre contexte? Je crois que c'est véritablement ça que j'ai envie de vous demander de faire. Bien sûr, comme je suis là, je participerai très volontiers à vos réflexions là-dessus, mais je ne suis pas là pour, allez, on va dire rapidement, pour vendre une marchandise quelconque. C'est pas mon intérêt, et c'est surtout pas mon. Pour entrer dans le monde des approches plurielles, je passerai par un projet qui est sans doute, je pense, connu d'un certain nombre d'entre vous. C'est le programme Élan, qui s'appelle École de langue nationale en Afrique. Il en a été rapidement désigné. Je ne vais pas vous présenter ce programme, mais prendre ce qui me sert là, pour vous. D'abord, évoquer donc ce qui constitue le principe didactique de base sur lequel se fonde le projet. Alors, il s'agit donc des langues nationales et du français en Afrique. Et on dit que l'enseignant doit pratiquer une didactique de la mise en relation entre L1 et L2. C'est-à-dire, vous pouvez le dire aussi bien que moi, mener des comparaisons pour favoriser les transferts, pour établir des contrastes nécessaires entre L1 et L2, et pratiquer, encourager les reformulations entre une langue et l'autre. Petite pause, je suis compréhensible. Je parle peut-être un peu vite. Ça va? Bon, voilà. Et du point de vue du micro, ça va à peu près maintenant? Oui? Bon, je ne vous démolis pas les oreilles, mais je le dis. Sinon, on vous dit, d'accord, ça va plus. De façon un petit peu plus précise, donc ce programme est là. Alors, au niveau de la préparation et de la mise en œuvre des cours, c'est pratique, il faut prendre en compte plusieurs éléments. Les convergences ou les points communs entre les deux langues. Les différences. Alors il y a peut-être une facilitation à attendre lorsque ça peut se discuter, ou un obstacle à attendre lorsque c'est différent, peut-être.
il faut prendre en compte les acquis des élèves en élèves. Hein. Il n'y a pas la langue, il y a aussi ce que les élèves ont déjà, hein, et voir ceux qui peuvent être exploités pour une meilleure acquisition du français. Et on réfléchit sur les difficultés, des difficultés communes. Pour les deux langues, il y a des difficultés communes. Hein, et il y a des difficultés spécifiques. Et comme vous pouvez le dire, il y a bien sûr un traitement qui peut être légèrement différent de ces deux types de difficultés. Bon, pendant qu'on y est, comme on dit en français courant, mais puisque nous y sommes, je dirais, en français un peu plus standard, puisque nous y sommes, je vais quand même vous donner une des conclusions de l'évaluation qui vient de se faire du programme Élan dans un certain nombre de pays d'Afrique, que vous pouvez voir ici. Bon, qu'est-ce qui est dit dans cette évaluation? Très très vite. On a constaté, après avoir utilisé des protocoles, etc., une supériorité des élèves pilotes, c'est-à-dire les élèves qui ont suivi le projet, sur les élèves témoins qui n'ont pas suivi le projet. Rapide à comprendre. Alors, on pourrait rentrer dans les détails, là on vous donne du pourcentage, les domaines de compétences qui sont concernés, je vous renvoie tout ça, hein. Mais retenez quand même que quand on parle d'approches comme Élan, et je vais vous dire tout de suite après, c'est des approches plurielles, Élan, un type d'approche plurielle. Quand on parle d'approche comme Élan, il y a quand même des évaluations derrière. Peut-être pas encore assez, mais non. Voilà. Donc, je passe maintenant aux approches plurielles. Fondamentalement, on va dire qu'il existe deux types d'approches didactiques. Les approches plurielles, des langues et des cultures, je parlerai moins des cultures, mais j'en parlerai quand même un peu, qui réfèrent à des approches d'enseignement, d'apprentissage, dans lesquelles on traite à la fois, dans le même mouvement, de plusieurs, ça veut dire plusieurs, variétés de langues ou de cultures. C'est très vague, la variété de langues et de cultures. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement les langues standards, hein, anglais, allemand, espagnol, etc., et en plus européennes, hein, c'est aussi les variétés d'anglais, les variétés de français, les variétés d'espagnol, etc. Hein, et de culture, bon, il faudrait passer un peu de temps pour démystifier le terme culture lui-même, mais pas vite, je l'utilise. Et il faut distinguer ça des approches qu'on pourrait appeler singulières. Je dis très souvent, elles sont singulières de deux façons. Elles sont singulières parce qu'elles se concentrent sur une seule langue, une seule culture. C'est quand même les approches les plus courantes aujourd'hui. Et quand on a réfléchi un petit peu sur ce que c'était qu'apprendre, on les trouve singulières dans le sens d'un petit peu étrange. Un petit peu étrange qu'on découpe comme ça la compétence d'un apprenant pour dire attention, là, cette partie-là de la compétence, dehors, pas dans mon cours. Hein, alors que l'apprenant, il apprend dans sa globalité, mais je vais y revenir après, avec tous ces registres. C'est ça qu'il faut essayer. Bon, alors, qu'est-ce que je dis? Si on compare maintenant avec ce que je viens de dire de Élan, hein, la mise en relation entre L1 et L2, ben, ça suppose que l'on travaille à la fois, comme le dit la définition des approches plurielles, sur plus d'une seule langue, ou plus d'une seule culture, s'il s'agissait de culture. Donc, je crois que je suis tout à fait autorisé, hein, et c'est pas un crime, personne ne le considérera comme un crime, de dire que Élan propose une approche plurielle, et plus particulièrement une approche, j'y reviendrai après, qu'on appelle la didactique intégrée des langues. Il y en a d'autres. Je suis parti de celle-là parce qu'elle peut vous être connue. Un bon vieux principe, si on peut partir du connu, hein, au élargi. Bon, avant de vous parler des autres approches plurielles, pour que vous ayez une bonne vue d'ensemble, je vais partir un tout petit peu vers les fondements. Tout d'abord, vous parler de ce qu'on appelle la compétence plurilingue et pluriculturelle. Voici comment elle est formulée par un outil vraiment très connu et très répandu en Europe, qui est le cadre européen commun de référence pour les langues. À l'intérieur
de cet outil qui est du Conseil de l'Europe, à l'intérieur, vous avez une définition de la compétence plurilingue et pluriculturelle. Le PowerPoint sera mis à votre disposition à un moment et d'une certaine façon. Hein. Donc, ne quittez pas le fil pour pouvoir noter. Hein. Ça serait contre-productif. Alors, cette notion de compétence plurilingue et pluriculturelle, elle va dans le sens de dire qu'un individu ne dispose pas d'une collection de compétences à communiquer qui serait distincte, qui serait séparée, suivant les langues dont il a une certaine maîtrise, hein, qui peut être très variable, mais bien d'une compétence plurilingue et pluriculturelle globale, qui englobe l'ensemble du répertoire engagé à sa disposition. C'est affirmé très officiellement par le Conseil de l'Europe en 2001, par les experts du Conseil de l'Europe. Ceci dit, malheureusement, ce qui est retenu jusqu'à présent, jusqu'à récemment, les choses sont en train de bouger, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, hein, ce qui est retenu par les pays d'Europe de façon vraiment très unilatérale, c'est un autre aspect de ce cadre européen, qui sont les fameuses échelles d'évaluation du cadre européen. Alors je ne sais pas dans quelle mesure elles sont connues chez vous. Peut-être, ici, hein. En plus l'état public, je pense que c'est varié, hein. Ce qui ne facilite pas ma tâche, mais je crois que c'est toujours comme ça, hein, quand on fait une présentation. Bon, donc voilà, simplement pour dire qu'il y a une contradiction au sein même de ce cadre entre l'affirmation de la compétence plurilingue et pluriculturelle et des échelles de compétences qui s'appliquent langue par langue de façon séparée. C'est en train d'être revu, ça. Hein. Bon, mais c'est un autre sujet dont je ne peux pas parler non plus, sauf dans la discussion tout à l'heure, si on le veut. Mais d'autres instruments du Conseil de l'Europe tirent clairement les conséquences didactiques de cette reconnaissance d'une compétence globale. Par exemple, un guide de 2007 du Conseil de l'Europe dit qu'il faut articuler les enseignements de langue les uns aux autres. Bien sûr, puisqu'il y a une compétence globale. Mais attention, articuler les compétences les uns aux autres, comment est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen pour le faire que de travailler en même temps en classe, au moins à un certain moment, sur plus d'une seule langue, ou plus d'une seule culture, entre guillemets. Et c'est pourquoi je peux affirmer que, finalement, si on accepte la notion de compétence plurilingue et pluriculturelle, on ne peut pas faire autrement qu'accepter la nécessité, à certains moments d'enseignement, hein, de recourir à des approches plurielles. Finalement, hein, la nature même de la compétence plurilingue et pluriculturelle, si on y croit, hein, ça implique le recours à des approches plurielles. Alors, très très rapidement, pour ne pas, disons, frustrer certains d'entre vous qui voudraient aller plus loin à l'intérieur de l'histoire de cette compétence plurilingue, j'emprunte un schéma que je reconstruis pour essayer de montrer l'origine en psycholinguistique de cette notion de compétence globale. Simplement aussi pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une idée en l'air, hein, mais qu'il y a derrière des fondements en psycholinguistique. Vous voyez à qui j'ai emprunté ce que je vais vous montrer. Hein. Il y a un autre ouvrage qui a été publié avec un autre auteur par cette même personne qui s'appelle et qui propose un modèle dynamique du plurilinguisme dès qu'il s'agit d'une caractéristique des individus. On prend plutôt l'habitude en français de parler de plurilinguisme, et dès que l'on parle de la diversité des langues dans la société, on va plutôt parler de multilinguisme. On pourra y revenir, si vous voulez, plus tard, hein, c'est pas bien grave, mais là, on préfère traduire l'anglais multi par pluri. Bon, voilà, en gros, un schéma. Je laisse les diapos en anglais, d'abord parce que je n'avais pas ni le temps ni peut-être l'envie de les traduire, si bien je vais les survoler. Disons que l'on peut faire remonter tout ça
à ce que dit quelqu'un qui s'appelle Grosjean, qui travaillait sur le bilinguisme, qui est quand même assez connu, de l'individu bilingue. Qu'est-ce qu'il en dit? Eh bien, il en dit que... pardon, excusez-moi, pardon, je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'a dit Grosjean de l'individu bilingue va ensuite avoir une filiation vers le concept de multicompétence de Cook et vers cet ouvrage dont je viens de vous parler, de Erdina et Esner, qui propose un modèle dynamique du plurilinguisme. Maintenant, qu'est-ce que dit Grosjean? Vous voyez, ça date de 1982 au départ. Grosjean, lui, dit que le bilinguisme n'est pas un double monolinguisme. C'est-à-dire qu'il propose une conception qu'on va appeler ensuite holistique, c'est-à-dire finalement globalisante, du bilinguisme. Les bilingues ne sont pas la somme, un bilingue n'est pas la somme de deux monolingues, que ce soit des monolingues complets ou pas complets. Il y a un système linguistique spécifique à un individu bilingue qui ne peut pas se réduire à chacune des deux langues qu'il maîtrise, mais qui est le produit de l'interaction constante entre les deux langues à l'intérieur de la compétence en construction et en usage, excusez-moi, c'est bien un peu rapide, de ces deux langues qu'il possède en tant que bilingue. Bon, et puis il faut aller un tout petit peu plus loin aussi, il n'y a pas que le bilinguisme, il y a aussi le plurilinguisme, et on voit tout de suite ensuite que Cook va nous dire que la multicompétence qui caractérise les bilingues, et ensuite on dira aussi les plurilingues, elle est également holistique, et ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de deux systèmes séparés, mais bien d'un seul système, vous retournez là à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, et que ce que maîtrise par exemple un bilingue français-anglais, ce n'est pas deux systèmes français et un système anglais, mais c'est un système unique qu'on devrait peut-être, je crois qu'il ne faut pas le faire, appeler un système français-anglais, pour prendre les exemples de français et d'anglais. Bon, de leur côté, Erdina et Esselin considèrent très clairement le bilinguisme comme une variante du plurilinguisme, et je crois que c'est évident, et ce qui a été dit avant s'applique sur le plurilinguisme, ce qui a été dit avant du bilinguisme. Et leur modèle considère le locuteur plurilingue comme un système psycholinguistique complexe, englobant des systèmes linguistiques individuels. Vous voyez, c'est diverses façons finalement de dire à peu près les mêmes choses, mais il y a toute une histoire de ça. Alors, quand il parle, Erdina et Esner, de conséquences, eh bien, on retrouve ici finalement ce que je l'ai déjà dit, c'est-à-dire l'idée que réactiver les connaissances linguistiques préalables d'un apprenant, ça facilite l'apprentissage des langues. Et il parle du bilingue, il parle du bénéfice que l'on peut tirer de l'établissement de ponts, retenez la notion de pont, entre les langues que l'on enseigne ou que l'on apprend. Voilà. Il y a là donc plein de littérature anglophone, mais là aussi il y a une sorte de French connection, qui d'ailleurs est complètement ignorée. Je pourrais vous raconter plein de choses sur comment ça fonctionne entre les anglophones et les francophones dans le monde de la recherche en didactique, qui continue à appeler linguistique appliquée d'ailleurs très gentiment, sans avoir tenu compte de toutes les réflexions. J'arrête là. Il y a aussi une filière qu'on pourrait appeler francophone, une connexion francophone à partir de Grosjean, qui passe par des Suisses francophones, qui sont Ludi et Pi, et vous voyez, dès 1986, qui passe après par un ouvrage du Conseil de l'Europe déjà, de Coste, Moore et Zara, en 1997, lequel formule déjà, à quelques mots près, cette définition que je vous ai donnée et qui se retrouve à l'intérieur du cadre européen de référence pour les langues, commun de référence pour les langues, qui est la définition donc de la compétence plurilingue et pluriculturelle. Tout ça, c'est éminemment rapide.
c'est un petit peu pour, comme je l'ai dit, vous montrer qu'il y a plein de choses là derrière. Je vais évidemment vous donner de la bibliographie, je vais envoyer ça à Estelle, bibliographie et cytographie, pour que vous puissiez après approfondir tout ça. Et j'ai écrit un article qui reprend un peu tout ça, et que je vous mettrai en bibliographie. Bon, il est grand temps de revenir à nos approches plurielles. Approche didactique dont nous venons de voir dans quelles orientations de la psycholinguistique elles sont allées faire leur marché, pour reprendre cette notion de aller chercher des besoins de la didactique vers les sciences connexes. Eh bien, la didactique des approches plurielles est allée faire son marché du côté de certaines orientations qui sont d'ailleurs maintenant tout à fait dominantes de la psycholinguistique sur ce qu'est une compétence linguistique et une compétence culturelle. Donc, comme vous le voyez ici, on peut distinguer 4 approches plurielles qui sont le fruit de l'histoire de la didactique de ces 4 décennies qui viennent de se passer. C'est une histoire déjà assez longue, que je ne peux pas développer, mais ce qu'il faut peut-être bien retenir, c'est que ces 4 approches plurielles, elles étaient là avant la notion même d'approche plurielle. Et il y a un moment dans l'histoire, avec la mise en place de ce projet dont je vous ai parlé au Centre européen pour les langues vivantes, où on a décidé que ces approches, finalement, elles reposaient sur les mêmes principes et qu'on avait tout intérêt à les mettre sous le même chapeau. Elles existaient déjà. Et ce chapeau, on l'appelait approche plurielle. On va revenir sur ce terme après, mais non, on l'a déjà vu. Bon, là, je dois avouer que je suis un tout petit peu, c'est une reconnaissance en paternité, que je suis un tout petit peu responsable de la naissance de ce concept d'approche plurielle au début des années 2000. Avant ce projet CARAP dont je vais vous reparler. Donc on va reprendre dans cet ordre d'ailleurs les approches plurielles, une à une, avec à chaque fois une caractéristique et puis au moins un ou deux exemples pour que vous compreniez de quoi il s'agit. La première donc, ça s'appelle éveil aux langues. L'éveil aux langues, c'est quoi? Alors, sa caractéristique, c'est que ça implique, pour certaines activités, des langues que l'école n'a pas l'intention d'enseigner. Toutes les langues peuvent le. Ça peut être intéressant, parce que quelquefois, on veut peut-être faire quelque chose avec des langues, pour d'autres raisons, et on se dit l'école ne peut pas les enseigner, ça peut faire quelque chose. Bien sûr, l'approche ne concerne pas uniquement ces langues, elle porte aussi sur les langues de l'école, ou la langue de l'école, ou d'autres langues en cours d'apprentissage, mais elle intègre des langues qu'on n'enseigne pas. Elle intègre, c'est intéressant, toutes sortes de variétés linguistiques, par exemple de la famille, de l'environnement, du monde entier. On ne va pas enseigner les 6000 langues, et on n'est pas d'accord sur le nombre, à l'école, aussi, mais on peut en faire quelque chose. Elle permet l'accueil des élèves dans la diversité des langues et dans la diversité de leur langue, de famille, de l'environnement. C'est bien sûr de ce fait un vecteur pour une meilleure reconnaissance dans le contexte scolaire des langues apportées par les élèves qui parlent une autre langue à la maison que la langue de l'école, là où les langues de l'école. Alors c'est une sorte de préparation, de pré-propédeutique. Ça a été conçu comme ça au départ, développé à l'école primaire, et maintenant de plus en plus même en pré-primaire. Mais on peut le voir comme un accompagnement des apprentissages linguistiques tout au long de la scolarité. Et les dernières, les dernières extensions de l'éveil aux langues, c'est maintenant pour l'enseignement aux adultes migrants, par exemple. On se sert d'activités d'éveil aux langues pour valoriser les langues d'origine. Un exemple, c'est le petit chaperon rouge, il est vraiment très typique cet exemple, très caractéristique. Alors vous voyez qu'on va évidemment pas enseigner à des enfants qui sont des enfants de fin de primaire, on ne va pas leur enseigner toutes ces langues. Mais ils vont à un certain moment, pendant ces activités,
travailler sur toutes ces langues. Donc, le petit chaperon rouge, on va, alors là on rejoint les effectifs de l'école primaire, hein, découvrir un conte, qu'est-ce que c'est qu'un conte, on va retrouver les mots-clés, reconnaître les régularités dans la langue, on va travailler sur la langue. Hein. Les élèves vont d'abord au départ essayer de repérer un peu l'environnement du texte en découverture en plusieurs langues. Ensuite, ils vont travailler sur la structure du conte, puis sur la partie centrale du conte. Je ne vais pas tout